Salut YouTube, merci d'être avec nous, on est de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui lâchent des petits pouces en l'air, merci à toutes les personnes qui lâchent des petits commentaires, vous régalez et vous me faites super plaisir. La semaine dernière a été rendu le jugement du tribunal correctionnel de Paris concernant l'affaire dite du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. Affaire qu'on appelle plus généralement le procès Sarkozy-Kadhafi, et c'est ça que je vais dire à partir de maintenant, parce que sinon c'est beaucoup trop chiant. Et, chose totalement inédite dans l'histoire de la République française, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de 2007 à 2012, a été condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé. Ce qui veut dire très simplement que Sarkozy, oui, il a pu sortir du tribunal en homme libre, mais qu'il sera normalement bel et bien incarcéré d'ici quelques semaines. C'est totalement historique. Jamais un ancien président de la République n'avait été mis en prison. Jacques Chirac avait bien été condamné en 2011 pour une affaire d'emploi fictif, mais il avait seulement pris 2 ans de sursis. C'est donc un tremblement de terre politique, surtout que Sarkozy, c'est quelqu'un qui a été mouillé dans énormément d'affaires très louches et qui a été mis en examen plusieurs fois. Là, il en est tout simplement à sa 3e condamnation en assez peu de temps. En 2024, il avait déjà été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme avec exécution à domicile sous bracelet électronique pour, je cite, corruption active de magistrats et trafic d'influence active sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Et il avait encore été condamné en 2024 dans une autre affaire, l'affaire Big Malion, à une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois de sursis pour des faits de financement illégal de campagne électorale à hauteur d'au moins 42 millions d'euros. Une affaire que Sarkozy a décidé d'amener devant la Cour de cassation et qui devra donc être réexaminée, mais pour laquelle il a déjà été reconnu coupable en première instance et en appel. Mais justement, c'est là où il est très fort, Sarko, c'est qu'il sait faire traîner les procès. Il est hyper bien épaulé juridiquement, et malgré les nombreux dossiers qui sortent sur lui, jusque-là, il avait toujours échappé à la prison. Et pourtant, il est passé dans des affaires où il était vraiment mouillé jusqu'au cou. Mais à chaque fois, il arrive à faire l'anguille et il s'en sort. Sauf qu'aujourd'hui, grâce au travail acharné de Mediapart, grâce au travail de journalistes qui ont tout simplement mené une enquête spectaculaire, eh ben, Sarkozy, la prison, il va y dormir et peut-être pour quelque temps. Aujourd'hui, Mediapart et le tribunal correctionnel de Paris, ils ont démontré que même un président peut être incarcéré et que la justice en France est encore parfois la même pour tous. Ça, c'est très important parce qu'on est dans un pays où les gens n'ont plus aucune confiance dans leurs représentants politiques. Selon le baromètre de la confiance politique fait par le Centre de recherche politique de Sciences Po, en 2025, seuls 26% des Français déclarent avoir confiance dans la politique, ce qui est, soyons clairs, exceptionnellement bas. En comparaison, en Allemagne, par exemple, c'est 47%. En fait, il y a clairement un malaise entre la population et les élites politiques. Un sentiment qui se cristallise autour d'une impression de corruption de la classe politique, la fameuse idée du « tous pourris ». Il y a une étude de 2016 faite par l'ISSP qui montre très bien ça. Les enquêteurs avaient fait ressortir qu'un Français sur 2 jugeait que presque tous les politiciens et politiciennes étaient corrompus. Et quand on cherche à comprendre d'où vient cette croyance, on se rend compte que ça vient tout simplement de scandales médiatiques bien réels, comme par exemple l'affaire Cahuzac, les condamnations du RN pour détournement de fonds, ou par exemple les différentes affaires Sarkozy. Et ça, personnellement, je trouve que ça se comprend. Qu'on soit de droite ou de gauche, comment est-ce qu'on peut croire en la politique quand des représentants du plus haut niveau de l'État sont continuellement embourbés dans des affaires judiciaires extrêmement louches? C'est quand même frappant qu'en France, les 2 termes qui l'emportent quand on interroge les gens sur leur rapport à la politique, ce soit d'abord la méfiance à 37% et ensuite le dégoût à 26%. Méfiance et dégoût. Je suis désolé, mais on ne peut pas construire une vie politique là-dessus. Et en même temps, on est condamné en tant que pays à ce que les gens perçoivent la politique de cette manière tant que les choses ne changent pas. Déjà en 1678, dans Les animaux malades de la peste, La Fontaine avait écrit ce célèbre proverbe: « Que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Ce qui revient à dire, on met de la prison ferme à un pauvre qui vole pour manger et on laisse libre des hommes très riches qui volent le pays entier.
La Fontaine, il écrivait ça il y a 347 ans. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais la plupart du temps, on a l'impression que rien n'a changé aujourd'hui, que les politiciens corrompus s'en sortent toujours pendant qu'on emprisonne un SDF qui vole un paquet de biscuits pour bouffer comme c'est arrivé à Troyes en 2023. Comment croire en la politique? Comment croire en l'État dans ces circonstances? C'est pour ça qu'on a besoin de travail d'investigation journalistique comme celui fait par Mediapart. C'est pour ça qu'on a besoin, le cas échéant, quand les faits sont confirmés, de condamnation, comme il y a eu la semaine dernière dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Déjà, pour que tout le monde voit qu'il n'y a pas d'impunité, que personne, vraiment personne n'échappe à la justice. Non, le puissant n'a pas plus de droits que le misérable. Et oui, lui aussi, il peut finir en prison. Mais aussi, je crois que ces condamnations, ces enquêtes, elles nous envoient un message très clair et elles envoient aussi un message très clair à toute la classe politique. Ce message, c'est « on ne vous lâchera jamais. On n'oubliera jamais les affaires Kadhafi, les affaires Benalla, les conflits d'intérêts. On vous poursuivra avec encore et encore et encore. C'est fini la République des magouilles et des petits arrangements, la démocratie du clientélisme et de la corruption. On en a plein le cul. Tout le monde en a marre et on ne vous laissera plus faire. Alors oui, des affaires, il va y en avoir encore, mais plus elles seront jugées, plus on en parlera dans les médias, plus elles nous indigneront, plus elles seront condamnées, plus la confiance dans l'institution étatique pourra se reconstruire petit à petit. En deux mots, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est à la fois une masterclass de journalisme, mais c'est aussi un jugement incroyable qui permet en fait un sacré pas en avant pour la démocratie entière dans la bonne direction. Mais ça, c'est mon avis. Et cet avis, il n'est pas partagé par tout le monde, loin de là. Depuis la semaine dernière et la condamnation de Nicolas Sarkozy, on voit dans les médias que certains sont très colères. On voit des personnalités, des chroniqueurs, des politiques qui accusent la décision de justice d'être en réalité un coup politique déguisé, une vengeance judiciaire, un complot même, comme on a pu le lire dans le JDD ce dimanche, un complot alors monté par on ne sait pas trop qui, c'est pas précisé, mais qui apparemment ciblerait le pauvre et innocent Nicolas Sarkozy. Écoutez comment Henri Guénaud, ancien député et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, parle de l'affaire sur France 2. C'est une sorte de coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un pacte de corruption, il faut des contreparties. Bon. Vous allez loin, un coup d'État judiciaire, oui, vous allez loin. C'est un coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. C'est pas un coup d'État militaire, hein, mais c'est un coup d'État judiciaire parce que la séparation des pouvoirs, c'est le fondement même de l'État de droit et c'est le fondement même d'une constitution démocratique. Les termes qu'utilise Guénaud sont assez choquants. Coup d'État judiciaire. Coup d'État judiciaire contre la séparation des pouvoirs. C'est quand même des mots très forts et qui sont dans la droite ligne de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy lui-même à propos de sa condamnation. Sarkozy a déclaré au JDD dimanche que, je cite, dans son procès, toutes les limites de l'état de droit ont été violées. Voilà, vraiment des mots extrêmement brutaux qui racontent une réalité où on se dit mais waouh, c'est vraiment grave quoi ce que sont en train de nous dire ces gens. Alors forcément quand on entend ça, on a l'impression qu'on est en face d'une espèce de décision politique qui bafouerait vraiment tous les principes de la République et notamment ce fameux principe de séparation des pouvoirs. Je rappelle qu'en France, le pouvoir législatif, donc le pouvoir de faire les lois, celui qui est exercé par le Parlement, il est séparé du pouvoir exécutif, donc le pouvoir de faire appliquer les lois, qui est le pouvoir partagé entre le président et le gouvernement, et que ces deux pouvoirs, le législatif et l'exécutif, ils sont tous les deux séparés du pouvoir judiciaire, qui est le pouvoir de rendre justice, donc techniquement de faire appliquer la loi sur le long terme. En gros, il y a trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, qui sont chacun dans leur case séparés des autres et qui ne sont pas censés agir les uns sur les autres. Donc, ce que sous-entendent Guénaud et Sarkozy, c'est que dans la condamnation de Nicolas Sarkozy, le pouvoir judiciaire, il empiéterait soi-disant sur le pouvoir politique. En gros, le pouvoir judiciaire, dans la décision contre Sarko, il aurait sanctionné une décision finalement purement politique. Sarkozy aurait agi dans le cadre de son mandat et on viendrait le lui reprocher. On serait donc en train de juger non pas un homme, mais la politique de l'État français qui a été exécutée à travers cet homme. Le pouvoir judiciaire attaquerait donc le pouvoir exécutif. Pire, on a même entendu certaines personnes parler d'atteinte à la Constitution, car Sarkozy est un ancien chef d'État qui a été couvert par l'irresponsabilité présidentielle. Tout ça, c'est des conneries. Des conneries dites avec des mots compliqués, mais des conneries quand même. D'abord, il faut quand même rappeler qu'au moment des faits incriminés, Nicolas Sarkozy n'était pas encore président de la République. C'était juste le ministre de l'Intérieur. À ce titre,
Il ne bénéficie donc en aucun cas de l'immunité présidentielle prévue par la Constitution. Nicolas Sarkozy était un citoyen quand il a agi, et c'est donc comme citoyen qu'il est jugé. Il n'y a pas d'atteinte à la Constitution à ce niveau-là. Et concernant la séparation des pouvoirs, le procès Sarkozy-Kadhafi, c'est pas du tout une criminalisation d'un gouvernant dont on jugerait a posteriori des choix politiques au tribunal. C'est en fait l'exact inverse. Ce qui est démontré dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est que certes, Sarkozy c'était un responsable politique au moment des faits, mais que lui et ses lieutenants, ils ont tous agi hors du cadre de la fonction d'État. À aucun moment, en réalité, ce qu'ils ont fait ne répondait à la politique du gouvernement de l'époque. Le jugement dit très clairement, je cite, qu'aucune explication cohérente et crédible n'a été livrée pour justifier d'une raison d'État dans les malversations. Ce qui fait qu'on a affaire à ce que le juriste et spécialiste du droit constitutionnel Olivier Baude appelle de la criminalité gouvernante. Je cite, « La criminalité gouvernante se produit lorsqu'un responsable politique, qu'il soit au pouvoir ou non, commet des délits que le code appelle contre la chose publique, corruption, abus de pouvoir, concussion. Dans ces cas-là, l'élu ou le ministre trahit sa fonction en utilisant ses pouvoirs dans un but contraire au bien commun et au droit pénal. Il doit donc répondre devant la justice pénale et n'a aucun privilège à revendiquer. » En gros, Sarkozy s'est comporté comme un délinquant, il a agi hors de toute action d'État, donc sa fonction politique de l'époque ne le protège plus de la justice. Il doit être jugé comme n'importe quel citoyen, et c'est exactement ce qui s'est passé dans le plus pur respect des lois de la Constitution française. Mais voilà, Sarkozy, il a de très bons conseillers en communication, et ils savent que tout ce que je viens de vous dire, c'est très compliqué. Que ça demande du temps pour l'expliquer sur un plateau télé, que ce temps, vraiment personne va aller le prendre dans les grands médias. Et Sarko, il a compris que tout ce dont il a besoin, au final, c'est d'un petit contre-feu et que l'incompétence des grandes chaînes de télé va faire le reste. Mais je pense, pour être honnête, que même lui, il pouvait pas s'attendre au niveau de laxisme des médias, surtout à la télé. Non seulement on va les laisser, lui et ses soutiens, dérouler leur com sans aucun contradicteur compétent en face, mais en plus, certaines chaînes, elles vont littéralement sombrer dans une complaisance tout simplement hallucinante. Je vous montre une séquence du direct de BFM dimanche, c'était juste totalement lunaire. On va maintenant prendre des nouvelles de Nicolas Sarkozy. 3 jours après sa condamnation, il a été aperçu au Parc des Princes hier pour suivre la rencontre PSG-Auxerre. Et aujourd'hui, c'est son épouse, Carla Bruni, qui nous donne de ses nouvelles. Sur les réseaux sociaux, elle interprète une chanson que vous connaissez forcément. Je peux te jouer une chanson, mon amour? Avec plaisir. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, there is still a light that shines on me, shines until tomorrow, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the night is clouded, there is still a light that shines on me, shines until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of C'est long. music. Mother Mary comes On est sur le direct de BFM là. speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Voilà, la vidéo de Carla Bruni qui est filmée par Nicolas Sarkozy. La Libye, la Libye, la Libye, Kadhafi. Donc là, on vient de voir une chaîne d'information qui diffuse sans aucun recul critique, sans aucun commentaire, une vidéo filmée par Nicolas Sarkozy lui-même, où on voit sa femme, Carla Bruni, qui lui chante Let It Be des Beatles pour le soutenir. C'est fou.
En fait, c'est même pas qu'on est dans les éléments de langage de la défense de Sarkozy sur le coup d'état juridique, la séparation des pouvoirs, etc. C'est au-delà de ça. En fait, dans ce qu'on vient de voir, l'affaire, elle existe même plus. C'est pas qu'on se fait embrouiller par la complexité du jugement, de la loi ou je sais pas quoi. C'est qu'on saute juste au-dessus de tout ça. Dans cette séquence, en fait, il y a juste plus d'affaires Sarkozy-Kadhafi. À aucun moment sur le plateau de BFM, les mots association de malfaiteurs, bande organisée ou pacte corruptif ne sont prononcés. Pas plus qu'on ne parle de délits contre la nation, l'État et la paix publique, de montage financier ou de faits d'une gravité exceptionnelle. Pourtant, ça, ce sont les mots exacts de Nathalie Gavarino, la présidente du tribunal qui a condamné Nicolas Sarkozy. Ce sont les mots qui racontent l'affaire d'un financement occulte gravissime qui va conduire pour la première fois un président devenu malfaiteur en prison. Un financement occulte dont on connaît aujourd'hui tous les détails, certes grâce à Mediapart, mais aussi grâce à 10 ans d'enquête et de procédures menées par des policiers de l'Office anticorruption sous la direction de plusieurs juges d'instruction, puis par le parquet national financier, puis par des juges d'instruction. Au lieu de nous parler de tout ça, au lieu de décortiquer cette enquête tentaculaire et ce tremblement de terre juridique, on nous montre quoi? Carla qui joue de la guitare. C'est tellement grave, parce que dans la séquence de BFM, Nicolas Sarkozy, c'est plus un délinquant. C'est pas un élu qui a trahi son mandat et son pays, c'est un mari aimant qui filme sa femme. Une femme qu'il aime en retour et qui lui chante son soutien face à l'épreuve qu'il va affronter. Dans la séquence de BFM, Nicolas Sarkozy, c'est presque la victime en fait. On sait plus pourquoi il va en prison. On nous le dit pas du tout en fait. On ressent juste le moment de tristesse intime d'une famille et d'un couple qui va devoir se séparer. On oublie que là, Nicolas Sarkozy, s'il rentre en prison, c'est parce qu'il vient d'être condamné pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux, organiser un vaste projet de corruption avec la Libye, un État terroriste. On oublie que tout ce projet, il a été entièrement monté par l'entreprise d'Abdallah Senoussi, un homme qui avait le sang des 170 victimes de l'attentat du DC-10 d'Utah sur les mains. Un attentat où 54 Français sont morts. D'ailleurs, quand Sarkozy et sa bande traficotaient avec lui, Abdallah Senoussi, il était déjà condamné par la France à la réclusion criminelle à perpétuité pour son rôle avéré dans cet attentat. Donc, Sarkozy et son équipe, pour de l'argent, et pas du tout par raison d'État, ils étaient en train d'avancer main dans la main avec un terroriste meurtrier. Selon des informations de Mediapart, Nicolas Sarkozy aurait même promis que dès sa prise de fonction comme président de la République, le terroriste Abdallah Senoussi serait, je cite, son deuxième acte d'amnistie. Ça, c'est une honte. Ça, c'est un crachat au visage des familles des victimes de l'attentat du DC-10 d'Utah. Je cite Danielle Klein, la sœur de l'une des victimes de l'attentat, qui expliquait en janvier 2025 à propos de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Ce dossier suggère que des hommes politiques ont pensé que le terrorisme n'est finalement pas si grave. Que ces 170 morts de l'attentat du DC-10 d'Utah ne comptent pas tant que ça. Que les familles auraient oublié. Non, les victimes du terrorisme n'oublient rien. Elles ont leur place dans la société et il faut que plus jamais on ose marchander un attentat pour privilégier un pouvoir politique. Ça, c'est les gens qu'on voudrait entendre sur BFM TV et dans les médias, pas Henri Guénaud et Carla Bruni qui jouent de la guitare. Mais étonnamment, il y a eu pire que la séquence Carla, il y a aussi eu cette vidéo hallucinante de Karine Le Marchand qui nous a tout simplement fondu un plomb. Je vous laisse juger. Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux, que l'enquête est partie donc d'un faux. Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Je pouvais pas ne pas le dire. Nicolas, tu as tout mon soutien. Carla, tu as tout mon soutien. Et si je peux faire quelque chose, vous me le demandez. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette prise de parole de Karine Le Marchand qui a fait un énorme buzz sur Internet et qu'on a dû m'envoyer, je pense, facilement 200 fois. D'abord, on va régler l'histoire du soi-disant mensonge de Mediapart. Rien dans le procès, rien n'a démontré que l'article de départ de Mediapart était faux.
Karine Le Marchand dit n'importe quoi. En fait, c'est même plutôt l'inverse. Mediapart, en 2012, avait rendu public des liens occultes supposés entre Nicolas Sarkozy et le régime libyen de Mouammar Kadhafi pour financer la campagne de Sarkozy en 2007. Et en fait, tous ces faits, ils sont ressortis très clairement du procès. Après, je suppose que Karine Le Marchand fait plutôt référence à la fameuse note Moussa Koussa. En gros, c'est une note qui serait issue des archives des services secrets libyens, qui indique un financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007 par la Libye à hauteur de 50 millions d'euros. Donc c'est une pièce importante, mais pas la seule, il y en a eu plein d'autres de preuves. Et en fait, Sarkozy accuse ce document d'être un faux, et il fait beaucoup de bruit médiatique autour de ça. Alors, est-ce que ce document, la fameuse note Moussa Koussa, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? En réalité, le document, il a été examiné par la justice depuis plus de 6 ans et il a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est que la note Moussa Koussa n'a jamais été déclarée fausse par la justice. Simplement, le tribunal a considéré que dans le procès Sarkozy-Kadhafi, cette note, c'était un élément trop difficile à utiliser parce qu'on avait du mal à déterminer avec une certitude absolue si c'était un vrai ou pas, et la note a été écartée. Et ça, c'est très, très important. La note a été écartée. Elle n'a pas été prise en compte par les magistrats dans leur réquisitoire. Et le tribunal n'en a donc pas tenu compte. Donc en fait, Nicolas Sarkozy et ses soutiens, notamment Karine Le Marchand, ils sont en train d'alimenter un contre-feu autour de cette histoire de notes pour dire « Ah, mais regardez, Mediapart a menti, le tribunal se base sur des faux, etc. etc. » Mais factuellement, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas cette note qui a fait condamner Sarkozy. Ensuite, dans le discours de Karine Le Marchand, on voit un autre truc très important. On voit l'habituelle minimisation des faits. Au fond, à qui Sarkozy a-t-il fait du mal? À personne. C'est un type bien comparé à ces jeunes qui tabassent un policier, à ces OQTF agresseurs de femmes. Alors, on va passer sur le fait que Karine Le Marchand choisit exactement 2 exemples qui font totalement partie de la rhétorique ordinaire de l'extrême droite. On va dire que c'est un pur hasard. Et on va se concentrer sur le procédé discursif, cette manière de toujours minimiser la gravité de la délinquance en col blanc. Ah, ça, en fait, c'est pas si grave, ça n'a blessé personne. Alors déjà, dire que ça a blessé personne dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, il faut quand même le dire un peu vite. On parle quand même de 3 mecs, Sarkozy, Guéant et Hortefeux, qui étaient au calme en train de planifier la réhabilitation d'un terroriste international responsable de la mort de 170 personnes, dont 54 Français. Personnellement, j'aurais pas l'audace de dire que si ça avait abouti, ça aurait fait de mal à personne. J'espère que tout le monde sera d'accord, qu'on soit de droite ou de gauche. Si demain on apprenait qu'un mec essaie de remettre, je sais pas, Ben Laden en circulation pour récupérer du pognon, on se dirait pas « Non, c'est pas grave, hein », mais que 1, le mec c'est une sacrée merde, et que 2, il nous veut pas du bien. Mais en réalité, même si Sarkozy n'était pas allé se mouiller avec un terroriste, même si c'était qu'une histoire de clientélisme, d'argent et de corruption, est-ce que ce serait vraiment pas grave, comme semble le sous-entendre Karine Le Marchand? Est-ce que c'est vraiment pas grave qu'un ministre mette en place un système de financement occulte au sommet de l'État? Qu'un ministre trahisse sa fonction, la République et le peuple français pour ses intérêts personnels? Je sais pas vous, mais moi je pense que c'est incroyablement grave. Et c'est ce qu'a pensé le tribunal aussi. Pour justifier le fait d'envoyer Sarkozy en prison, et donc de faire un mandat de dépôt sur un ancien président pour la première fois, le tribunal a d'ailleurs parlé de, je cite, l'exceptionnelle gravité des faits mis à jour dans l'affaire. Je cite le jugement. L'association de malfaiteurs que Nicolas Sarkozy a constituée avec Claude Guéant, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine avait pour objectif de préparer une corruption au plus haut niveau possible lorsqu'il serait élu président de la République, chargé de veiller au respect de la Constitution et garant de l'indépendance nationale. Cette association a ainsi porté sur l'agrément d'un financement en provenance d'un État étranger en contrepartie du suivi du dossier pénal d'un homme condamné pour terrorisme et du maintien des relations avec la Libye. Il s'agit donc de faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent et sont censés agir dans le sens de l'intérêt général, mais aussi dans les institutions même de la République. Et j'aimerais conclure sur ça. Je trouve que dans notre société, aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'indigner des transgressions commises par les détenteurs du pouvoir. Au fond, ce que montre le procès Sarkozy, c'est que même quand il y a un procès, même quand il y a une condamnation juridique, c'est pas pour autant qu'on arrive à ce que la gravité réelle des faits, elle soit retransmise par les médias et au final ressentie par l'opinion publique. Il y a comme une espèce d'impunité médiatique parce que, soi-disant, ce seraient des affaires trop complexes et qu'au final, il n'y aurait pas vraiment de victimes. Sauf que les victimes, déjà c'est nous quoi.
c'est la démocratie dans son ensemble. Dans son interview au JDD, Sarkozy a dit « Ce n'est pas moi qui suis humilié, mais la France ». Et je crois que c'est la seule chose sur laquelle je suis d'accord avec lui. Oui, dans cette affaire, la France est humiliée d'un bout à l'autre. Quand on apprend qu'un ancien président s'est compromis avec un terroriste, que pour de l'argent, il s'est mis à la botte d'un dictateur qui a été poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par la Cour pénale internationale, effectivement, c'est le pays entier qu'on humilie. Et c'est d'autant plus grave que le procès Sarkozy-Kadhafi, il montre que tout ça, c'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais d'un système, où on croise un nombre incalculable d'intermédiaires, dont plusieurs ont été ministres de la République. Le procès Sarkozy-Kadhafi, il nous montre quoi en fait? Le procès Sarkozy-Kadhafi, il nous montre, selon les mots du tribunal, une association de malfaiteurs au sommet de l'État français, au sommet de notre État. Et oui, c'est une humiliation pour nous tous de découvrir le caractère systémique de la corruption dans notre pays, et la seule dignité qu'il nous reste dans cette affaire, c'est que des journalistes indépendants aient pu faire leur travail et qu'un tout petit peu de justice en ait été tiré. La Libye, la Libye, la Libye, Kadhafi. Oh la Libye, Kadhafi, Kadhafi.